Donc, je suis du boss de XWiki SAS et avec Victor Horvath d'Alixen. On va faire une présentation sur GIO et WebViewer. C'est des technologies d'interopérabilité pour JavaScript et pour les applications web. Alors, bon, les slides sont en anglais, je suis désolé, mais on va faire le switch en français. Donc, rapidement, on va se présenter. Ensuite, on va expliquer pourquoi l'interopérabilité. Puis, en fait, on a deux parties. Une présentation par Victor sur GIO, qui est de permettre à des applications JavaScript d'accéder à des contenus qui sont dans des applications web serveurs, donc dans un back-end serveur, d'une façon standard. Et WebViewer, c'est une façon standard de construire un viewer pour un format de fichier, un texte, un Excel, un PDF, un modèle 3D, et de faire fonctionner ce viewer dans des applications web serveurs ou dans des applications JavaScript clients pour visualiser des fichiers de ces formats. Puis des questions si nécessaire. Alors, à propos des speakers, donc, moi je suis David Dubos d'XWiki SAS, je suis créateur d'XWiki, qui est un logiciel de collaboration open source qui permet de partager l'information basé sur le principe d'une wiki, mais qui permet assez largement d'améliorer l'organisation de l'information dans l'entreprise. Donc on fait des applications collaboratives de tout type, on fait aussi du blog, du forum, avec XWiki, on peut s'en servir, que ce soit pour de l'intranet, pour de la veille collaborative, pour des bases de connaissances, on peut s'en servir assez large. C'est un projet qui a eu plus d'1 million de téléchargements, il est reconnu par ses participations au Google Summer of Code, qui a 400 projets open source qui font travailler des étudiants payés par Google. On a des dizaines de milliers d'XWiki installés. La société, elle, fait des services autour du logiciel, qui est 100% open source en licence LGPL. Et une particularité de notre société, c'est qu'elle est indépendante. En fait, elle n'a pas pris d'investisseurs, donc elle fonctionne de façon indépendante et peut prendre ses propres décisions. Et on participe à des projets de recherche, dont Résilience, qui est le projet de recherche qui a permis ce travail. Victor? Oui, je suis d'origine allemande et je travaille depuis plusieurs années en France, notamment chez Alixen depuis 2008 en tant qu'ingénieur recherche et développement. Chez Alixen, on fait du développement du logiciel libre, ingénierie de logiciel libre, l'intégration, ça veut dire maintenance, les infrastructures, notamment la haute disponibilité et la supervision. Et généralement, on essaie de couvrir tous vos besoins en logiciel libre. On a été fondé en 2002 et il y a eu une fusion avec la société Systemis en 2012. Les deux produits qui sont de l'intérêt général et qui ne sont pas juste customisés pour un client, sont Myoga 2, l'extranet collaboratif, pour lequel j'ai travaillé dans le cadre de ce projet Résilience, ce que je vais vous montrer en plus de détail un peu plus tard. Moi personnellement, j'étais aussi toujours impliqué dans BiblioPAM, qui est une reverse proxy, une mandataire inverse pour accéder aux ressources électroniques qu'une bibliothèque universitaire a souscrit. C'est un peu spécialisé, mais c'est une proxy. Et Alixen, justement, participe dans le projet Résilience, et moi en particulier, notamment sur GIO, et aussi sur RenderJS, qui est une architecture de composantes HTML. Je fais une petite présentation aussi demain soir, à 16h45, dans le cadre de OSTC.fr, justement pour RenderJS. Aujourd'hui, je vous parle de GIO. Alors Résilience, donc le projet de recherche, c'est un projet de recherche du FUI 12, donc financé par l'État, les régions, d'un pôle de compétitivité. Donc c'est dans le cadre du pôle de compétitivité systématique. La société Alixen particulièrement est financée par le conseil régional de l'Essonne. Nous, XWiki, on est financé par le conseil régional, mais il y a aussi des gens qui sont financés directement par l'État. Il y a 11 membres. Alcatel, Alixen, Alterwell, CEA, l'INRIA, Télécom Paris, Morpho, Nexedi, Wallet. L'objectif de Résilience, c'est de travailler sur des technologies de cloud décentralisé. Donc SlapOS, c'est par exemple un système de déploiement de VM. Donc GIO, une technologie qui permet d'accéder, on va en parler, aux applications web. RenderJS, il en a parlé aussi. Et OfficeJS, c'est une suite Office en JavaScript, qui est aussi travaillée dans le projet. Alors, pourquoi l'interopérabilité? En fait, il y a deux grands objectifs qu'on cherche à faire. C'est permettre à des applications web de communiquer entre elles. On sait que ça, c'est un problème un peu compliqué. C'est-à-dire que tout le monde fait un peu ses applis JavaScript, mais quand il s'agit de les faire communiquer,
passer une donnée de l'un à l'autre. Il y a des technologies qui existent, mais tout n'est pas forcément satisfaisant et on ne peut pas aller aussi loin que parfois on voudrait le faire. Deuxième élément, c'est de réduire fortement l'effort nécessaire pour des projets open source d'avoir plus de fonctionnalités. C'est typiquement ce que permet WebViewer et GIO. Si on peut faire d'un coup, en implémentant ce standard, on peut d'un coup s'ouvrir à plus d'applications, on peut s'ouvrir à plus de fonctionnalités, et inversement, des gens qui aussi implémenteraient de l'autre côté ce standard peuvent accéder d'un coup à plus d'applications web. Leur composant va fonctionner dans plein d'applications web d'un coup. Donc c'est réduire cet effort qui finalement est dupliqué. Dans chaque équipe, on a des efforts qui sont dupliqués. Alors on va commencer par présenter GIO, donc c'est Victor qui s'occupe de ça. Merci. L'URL tout de suite, c'est j-io.org, où vous trouvez un forum, le code, donc tout ce qu'il faut pour un vrai projet de logiciel. Alors, à quoi sert GIO? Tout d'abord, j'ai préparé tout ça en anglais, donc si je commence à balbutier un peu en français, je vous demande de la clémence. Il y a quelques ans, il y avait des serveurs web et des bases de données qui n'étaient pas plus tellement chères que d'habitude, mais qui quand même, il y avait du coût dedans. Les applications, ça tournait, les applications web, c'était des HTML générés au serveur, donc il y avait des scripts en Perl, en Ruby, en Python qui tournent sur le serveur. Et le serveur web lui-même, c'était le plus souvent un Apache, donc une serveur web qui peut servir un certain nombre de clients selon les détails de l'application web en question et aussi en fonction, bien sûr, de la mémoire disponible. Qu'est-ce qui a changé? Parce qu'aujourd'hui, on a des serveurs web et des bases de données qui sont beaucoup moins chers. Pour une société, ce n'est pas toujours une très grande différence, mais pour des petites communautés, pour des associations, pour des projets volontaires, pour des communautés, c'est très important qu'on peut aujourd'hui, avec un serveur, si on peut vivre avec le fait qu'il y a peut-être un petit panne matériel, et donc il y a peut-être deux petits serveurs qui se partagent le travail, on peut aujourd'hui avoir des serveurs web pour pas grand coût. Les applications sont peut-être toujours côté serveur, mais peut-être ils sont de plus en plus, au moins c'est notre expérience chez Alixen, j'imagine qu'on peut généraliser ça, que les applications aujourd'hui, ça se fait beaucoup sur le client, il y a une importante partie de JavaScript qui tourne dans le navigateur, et le rôle de serveur s'est réduit de plus en plus à une petite ébauche qui ne fait que contrôler l'accès aux données et renvoyer les données à l'application. Plus souvent c'est du JSON qui est échangé et plus du HTML. Au moins par des pages HTML entières. Sur le serveur web, il y a peut-être la page, mais il y a peut-être aussi un serveur web asynchrone, comme Nginx, qui permet de traiter un grand nombre d'éléments en même temps, sans consommer trop de mémoire, surtout s'il s'agit de fichiers volumineux où le transfert prend du temps. Donc il y a beaucoup de clients qui sont connectés tous en même temps. Et c'est vrai pour des ressources statiques, c'est aussi vrai pour des ressources dynamiques si on pense aux serveurs applicatifs comme Node.js ou les frameworks équivalentes dans d'autres langages. Ça veut dire qu'avec un seul serveur, le serveur est devenu moins cher et on peut supporter beaucoup plus d'utilisateurs pour un serveur. Il y a une chose qui reste, et c'est le coût pour le stockage des données. Si je suis dans le cadre d'une application où il y a des données, ils sont le plus souvent stockés sur le serveur de celui qui fournit l'application web. Et plus j'ai d'utilisateurs, plus j'ai des coûts de stockage. Et si je suis une petite société qui veut faire un logiciel grand public, ou si je suis une association en particulier, une communauté, je n'ai pas forcément envie d'acheter beaucoup de serveurs juste parce que j'ai beaucoup d'utilisateurs. Il y a deux choses. D'un côté, il y a le coût des serveurs, mais il y a aussi la responsabilité. Parce que les données, ils appartiennent à l'utilisateur. Peut-être que ce sont des données assez privées que moi, je ne veux même pas avoir la responsabilité d'avoir sur mon serveur, d'avoir le protégé, d'avoir le sauvegardé, d'avoir le protégé contre une attaque. Peut-être que j'ai envie que ça ne soit pas sur mon serveur. Justement, c'est là où j'y reviens, avec une idée que je trouve vraiment, je la trouve visionnaire, de séparer l'application web totalement de ses données. Il y a donc plusieurs back-ends, connecteurs de stockage, où je peux stocker mes données. Ça peut être un local storage, donc ça veut dire tout soit... GIO, c'est bien, GIO, ça veut dire JavaScript Input Output.
On parle bien d'un modèle de stockage. Donc, dans mon application JavaScript, je stocke mes données, pas avec un appel Ajax direct à mon serveur, mais avec un appel à JO. Et donc, derrière JO peut être, ce sont juste des exemples, il y en a d'autres. Ça peut être une storage locale, donc comme on a déjà entendu aujourd'hui plus tôt, avec toute l'imitation possible, mais ensuite ça reste vraiment chez l'utilisateur, même dans ce navigateur. Et si l'utilisateur a envie de prendre plusieurs navigateurs ou plusieurs appareils, c'est ensuite à lui de voir la synchro. On peut aussi stocker sur une base de données SQL, NoSQL, chez moi, le fournisseur de l'application web, chez un tiers. On peut le mettre sur un serveur Myoga 2, parce que c'est nous, à Alixen, qui ont écrit le connecteur pour Myoga, ou bien sur XWiki, pareil. Mais pourquoi dois-je me décider si je veux vraiment stocker sur une base de données ou sur le local storage? Je peux faire les deux en même temps. En fait, je peux même faire plus que ça. Je peux me faire créer tout un arbre, n'est-ce pas? On aime toujours les arbres, hein? Ils sont toujours très, très, très bien. Donc, tout l'arbre devient une espace de stockage qui devient plus complexe. Il y a plusieurs blocs qu'on peut mettre aussi, ce ne sont que des exemples. Donc, tout d'abord, je chiffre. Chiffrement, c'est toujours bien. Ensuite, du coup, je dois faire moins confiance à ceux qui sont derrière. Ensuite, il y a un truc qui s'appelle Replicate Revision qui fait deux choses en même temps. D'un côté, il duplique sur ces trois sorties. Donc, du coup, s'il y a un problème sur l'un, il devient indisponible temporairement ou de manière permanente. C'est pas grave, j'ai les autres. Et il y a les révisions. Donc, peut-être si vous connaissez une base de données CouchDB qui stocke en révision, on peut faire pareil, même si en local storage ou dans la base de données, il n'y a qu'une seule version, parce qu'on a mis le Replicate Revision d'abord, c'est elle qui s'occupe que mon document soit versionné. Et je peux toujours faire marche arrière et revenir à l'ancienne version, avec les problèmes, avec les systèmes de résolution de conflits qu'il faut gérer. Et ensuite, je peux aussi juste partager les données entre deux entités. Du coup, ils ne sont pas complets ni sur l'un ni sur l'autre. Il faut avoir l'accès aux deux, il faut que les deux soient réunis pour pouvoir lire les données. Comment ça, quelle est l'optique? Donc, le stockage est orienté document. Similaire à une base CouchDB, MongoDB ou d'autres stockages NoSQL, JSON que vous connaissez peut-être. Les fichiers, aujourd'hui, ce sont des pièces jointes sous forme d'une string. Peut-être sous forme d'une bloc, mais aujourd'hui sous forme d'une string. Et on peut, comme j'avais mentionné déjà, on peut enrichir un stockage de base avec des révisions, avec aussi des index pour pouvoir chercher là-dessus. Si le stockage de base ne le supporte pas, on peut rajouter cela sur une couche, sur un niveau supérieur. Donc ça, c'est un document d'exemple. Il y a une idée qu'il faut savoir pour récupérer ce document. Si on ne veut pas chercher, si on veut juste le demander, on demande l'idée. Donc, ensuite, il y a des clés-valeurs, sauf que ce ne sont pas juste des clés-valeurs, mais bien sûr, les valeurs peuvent être eux-mêmes des JSON. On peut avoir des données imbriquées. Et ensuite, il y a peut-être des pièces jointes, des fichiers qui ont une longueur, qui ont une checksum, MD5 ou autre, et qui ont une type de contenu. Là, si je veux avoir dans le document, quand je le charge, il n'y a que ça. Si je veux vraiment avoir la pièce jointe en question, je dois la demander. Je dois demander le contenu. Et je le fais ainsi. Ça sont les méthodes d'API. Il y a donc du post, du put, pour créer ou mettre à jour un document. Et pour l'attachment, particulièrement pour mettre une pièce jointe, je le lis avec get et get attachment. Quand je connais l'idée, je peux le supprimer, évidemment. Et je peux mettre des filtres de recherche, voire des recherches complexes, avec la commande alldocs. C'est pour voir ce qui est disponible. Et voici un exemple. Donc, là, ce que vous voyez là en haut, le new geo, c'est là où le stockage soit initialisé. Si mon stockage est compliqué, tout l'arbre que je viens de vous montrer, ça sera aussi plus long que ça. Là, c'est uniquement une petite stockage local avec mon nom d'utilisateur et avec un nom de l'application. Ensuite, ça sera stocké dans le navigateur. Ensuite, je peux faire une put.
avec l'idée 1, 2, 3, avec un titre, avec une carte et valeur, setting, données importantes. Et vous voyez que ces méthodes, évidemment, elles sont asynchrones et ils prennent des callbacks derrière. Donc si vous préférez travailler avec des promises, il faudrait encapsuler ça dans des promesses. Et les résultats, c'est que je vois que ça a fonctionné, OK égale true, et on me confirme l'idée en question. Ensuite, une fois que je connais l'idée, je peux la récupérer. Et là, dans mon callback, j'imprime directement la valeur setting, et donc ça me retourne important data. Ce sont des exemples que vous pouvez faire aujourd'hui en 5 minutes avec ceux qui aujourd'hui sur JIO.org. C'est exactement avec ce code. Et je peux aussi formuler des recherches avec la commande alldocs. Donc ça peut être relativement simple. Donne-moi tous les documents qui ont comme clé setting la valeur important data. Et je récupère un array avec un élément, mon document. Je peux aussi faire des recherches plus complexes. Je peux dire la recherche, donc je veux clé setting égale valeur important data, et je veux que dans le titre, il y a quelque chose et ensuite le mot document. Le pourcentage est défini tout en bas comme wildcard character. Donc ça match n'importe quoi, mais il faut être suivi d'un espace et du mot document. Ensuite, je peux mettre une limite, si je fais de la pagination, s'il y a potentiellement un grand nombre de documents, je m'intéresse juste à une partie, et je peux aussi déjà la faire trier. Donc, surtout ensemble, c'est intéressant. Évidemment, ce sont des choses qui doivent être effectuées côté serveur, si on veut que ce soit efficace. Avec le select list, je peux réduire le nombre de clés que je récupère dans mes documents. Donc là, je ne m'intéresse que pour le titre. Et ensuite, je log la réponse, et là, j'aurai une réponse comme on. Alors, maintenant, un petit pas à côté. Qu'est-ce que c'est Myoga 2? Myoga 2, c'est une extranet collaborative qui existe depuis 14 ans. On fait du gestion de extranet collaborative, ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous êtes en mission, si vous êtes dans un projet, vous travaillez avec d'autres gens d'une manière sur un projet avec sur un temps donné. Vous devez collaborer, vous n'avez pas de système d'informatique commun. Mais vous devez travailler sur le même document. Ensuite, un groupe de travail Myoga peut être ce qu'il vous faut, si ce soit à l'intérieur d'une même organisation ou bien entre plusieurs organisations. C'est un logiciel écrit côté serveur, c'est du Perl et de plus en plus de JavaScript qui s'installe sur un serveur de manière classique. On peut le télécharger sur alexen.org, c'est sur la GPL version 2. La notion centrale, ce sont les groupes de travail avec des partages de documents et des applications autour. Des applications comme un calendrier, un agenda, une base de contact, une gestionnaire de fichiers, un petit forum, une gestion de projet et une gestion de reporting et plusieurs autres. Et qu'est-ce que je fais avec Myoga? Je l'ai converti, dans ce cadre de ce travail à JIO, je l'ai converti comme un connecteur de stockage JIO. Alors, l'intérêt d'utiliser Myoga, c'est justement que les groupes de travail, ils ont des espaces qui sont accessibles en ligne avec une gestionnaire de fichiers, mais aussi sur WebDAV, donc pour une intégration plus profonde sur le poste d'utilisateur. Donc les groupes de travail ont des espaces WebDAV, et c'est bien à ça qu'on veut accéder avec JIO, parce que sinon on n'aurait pas besoin de Myoga, on pourrait prendre autre chose, si c'est juste pour avoir un stockage quelconque JIO vide. L'idée est bien qu'on travaille sur les mêmes données, peu importe si on le dépose via JIO ou via WebDAV. Et justement, il faut faire une petite traduction entre le système de fichiers et les documents. Un système de fichiers hiérarchique, les documents, c'est pour le gérer autrement avec des valeurs additionnelles. Et donc, il faut aussi faire ça de manière qu'il n'y a pas trop de fichiers, que ça ne perturbe pas les utilisateurs WebDAV. Donc, un fichier WebDAV, c'est une pièce jointe du document, et le document, sinon, il n'existe que dans la base. Je crois qu'on a fait pour cette réponse.
Alors, quand est-ce que vous devriez utiliser JIO? Alors, si votre business model, c'est que vous donnez tout, vous filez tout à la NSA, c'est probablement pas pour vous. Mais sinon, si vous n'insistez pas à garder les données, si vous voulez allévier votre responsabilité parce que vous n'avez vraiment pas envie de stocker ces données, ou si vous voulez simplement donner le choix à l'utilisateur où ces données seront stockées, alors ça c'est intéressant pour vous. Justement, on n'a pas du tout parlé de l'interface utilisateur. On peut imaginer plein de choses. On peut imaginer juste un petit choix où est-ce que vous voulez stocker ça, dans votre navigateur à vous ou sur notre serveur. Car très simple. Mais on peut également même envisager à un utilisateur avancé de lui donner tout un bloc pour initialiser tout un espace JIO de son choix. Ainsi, lui, il est vraiment en contrôle. Et si l'application elle-même est logiciel libre, et on peut même vérifier ça dans le code source, qu'elle n'a pas des effets néfastes à côté. Ce n'est pas uniquement pour stocker les données de l'application, c'est aussi pour interagir avec d'autres données. S'il y a par exemple Office.js, qui est une suite bureautique en ligne, une sorte qui peut servir comme démonstrateur pour JIO, je peux accéder aux données, aux documents d'un autre espace. On ne parle pas uniquement des données d'une application web créée par celle-là, mais aussi de pouvoir réutiliser, de pouvoir accéder aux données d'un autre serveur. Tout cela, j'espère vraiment que cette idée de séparer l'application web et ses données, que je trouve qui n'est pas très courante aujourd'hui, que ça nous mène dans la recherche vers des applications web qui sont vraiment démocratiques et qui sont vraiment libres, parce que l'utilisateur est en contrôle. L'utilisateur est en contrôle et aussi le coût pour développer une telle application sera minimal, au moins le coût pour le serveur, le coût de maintenance. C'est uniquement mon coût de développer l'application web, mais ensuite je n'ai pas besoin de grandes ressources pour m'occuper de l'espace de stockage. Alors maintenant on va présenter WebViewers. Alors quel est le problème auquel on a été confronté? En fait, quand on fait une application web, nous, on fait un wiki, donc les gens ils peuvent mettre des fichiers dans leur wiki. Mais c'est vrai aussi de quelqu'un qui ferait Drupal, il y a des fichiers aussi dans son Drupal, GitHub, il y a plein de fichiers de plein de types dans leur site, donc Git, dans la version, une exposition web d'un repository Git, on se retrouve avec plein de fichiers, et les gens n'ont pas forcément les outils pour pouvoir les visualiser. Et en fait, ce qui se passe, c'est que chaque développeur de ces applications web, il se retrouve à dire, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une technologie de visualisation du fichier qui fait qu'on n'ait pas besoin d'application pour le faire? Alors, on va trouver un viewer Flash pour faire du PDF, on va trouver un transformateur de fichiers Office qui va nous transformer ça. Et en fait, chaque développeur web d'application, il va refaire le même boulot. Il va regarder qu'est-ce qui existe comme module open source qui ferait des viewers, et il va essayer de les intégrer dans son application, et il va tomber sur un certain nombre de difficultés. C'est qu'il va falloir qu'il s'assure d'avoir les bonnes API pour accéder, il va connecter ça directement à son API à lui, c'est-à-dire il a une API REST pour accéder aux données, il va passer par cette API REST, il va faire le même boulot, mais une partie va être faite. En fait, on a besoin dans son navigateur de pouvoir visualiser des fichiers un peu de tout type. Et donc il y a plein d'éditeurs, ils existent, mais en fait ils sont compliqués à intégrer. Et c'est ça qu'on essaye de faciliter. Alors quel est l'objectif? L'idée c'est qu'il y ait un seul viewer en JavaScript qui fonctionne pour toutes les applis web. C'est-à-dire que ce soit XWiki, Myoga, Drupal, MediaWiki, on a quelqu'un de MediaWiki là, ça, Drupal, GitHub, etc. Il y a le même code viewer pour visualiser le fichier. Et en fait, du côté de l'application, donc ça c'est du côté de la personne qui fait un viewer, mon viewer il va marcher partout. Il va pouvoir les déployer sur tous les softs. Et du côté de la personne qui fait l'application web, l'idée c'est de se dire, moi je fais une intégration de la technologie viewer, et en fait tous les gens qui font des viewers, ils vont marcher chez moi. Donc on gagne un temps fou. L'application web, elle sélectionne automatiquement le bon viewer pour le format de fichier.
Et là-dessus, on fait que des viewers en pur JavaScript, pas besoin de serveur, ce qui permet entre autres d'être cross-platform. Donc l'idée c'est de dire, on va favoriser dans cette technologie des viewers qui peuvent marcher quel que soit le type d'appli serveur, que ce soit du Python, du Ruby, du PHP, du Java, on s'en fout. Finalement, on est des viewers qui fonctionnent seuls. Et alors quand on dit viewer d'ailleurs, petit écart de langage, en réalité c'est des viewers éditeurs. Donc non seulement ils permettent de visualiser le fichier, mais dans l'idéal, ils permettent aussi de l'éditer. Donc pour donner un exemple, vous avez un format SVG. Bon, les navigateurs, maintenant, il y en a beaucoup qui savent les visualiser direct. SVG, ils peuvent le visualiser. Par contre, l'éditer, ça n'existe pas. Par contre, il existe SVG Edit, qui est une appli JavaScript qui permet de modifier un SVG. Et donc, si on peut intégrer d'un coup la visualisation SVG et l'édition SVG, on a quelque chose d'intéressant. Alors, comment ça marche la technologie qu'on a développée dans le cadre de ce projet, c'est le viewer, on le package comme un fichier zip. Donc c'est un fichier zip dans lequel il y a du JavaScript. On a dans l'application web un module où on peut installer un viewer. On arrive, on prend son zip, on dit installe ce viewer dans l'application web. Dans l'application web, il y a une macro, une extension, un plugin. Chaque application web a des langages différents pour appeler des choses qui sont en réalité la même chose. C'est une façon d'activer le viewer. Alors, suivant le type d'application, ça peut être différent. Il y a différentes façons de le faire. C'est-à-dire, si par exemple vous êtes sur GitHub ou vous êtes sur un gestionnaire de documents, l'activation d'un viewer, ça va être un petit bouton à côté du lien du fichier. Activer le viewer permet de visualiser ou d'éditer. Donc un petit bouton view, un petit bouton edit à côté d'un fichier pour lequel il y a un lien. Dans un wiki, en fait, nous, on va être vachement plus intéressés carrément dans la page wiki d'intégrer le viewer direct. C'est-à-dire que finalement, vous naviguez sur la page d'un wiki et vous avez directement le fichier. Bon, c'est la méthode YouTube, quoi, hein. Vous avez direct la vidéo qui s'affiche. Vous n'avez pas un lien vers la vidéo. Vous avez direct la vidéo qui s'affiche. Donc, c'est exactement le même genre. Donc, deux façons. Donc, ça peut être une macro qui va permettre dans le contenu d'une page wiki de dire, là, je mets un viewer de tel fichier. Ou ça peut être, dès qu'il y a un fichier qui est affiché dans l'application, automatiquement, c'est un plugin qui va rajouter un bouton pour que l'on puisse faire visualisation et édition. Alors l'application web, elle a besoin d'un moyen de lire et d'écrire le contenu. Alors en général, tout le monde a un moyen de le lire, parce qu'il suffit de récupérer le fichier, l'URL de download du fichier, qui est nécessaire pour que les gens puissent prendre les fichiers. En fait, elle fonctionne pour le viewer. Donc, on peut trouver ça. Mais en fait, on a aussi besoin d'un moyen d'écrire. Il faut qu'on puisse renvoyer une version modifiée. Il faut que le viewer JavaScript puisse renvoyer la version modifiée du fichier. Alors c'est là que JIO est intéressant. C'est que si finalement on a déjà implémenté JIO dans son application web, la macro, le plugin, il peut utiliser JIO directement pour lire et pour écrire. Comme ça, il n'a rien à faire. Lui, c'est déjà l'implémentation JIO déjà disponible. D'où l'intérêt d'une techno comme JIO, si elle est implémentée, on facilite ce type de développement, la macro est plus facile. Nous, c'est ce qu'on a fait dans l'implémentation d'XWiki. On a implémenté JIO et notre macro, elle utilise JIO pour activer, lire et écrire le fichier. Alors, quelles sont les technologies qu'on utilise? JIO, j'en ai parlé. On utilise aussi la technologie RenderJS, donc qui est une technologie de HTML, JavaScript, de packaging d'un widget. Donc c'est un composant JavaScript. Donc on utilise ça. On utilise aussi Require.js comme technologie pour activer le composant. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail de comment on écrit un composant. Vous pouvez le voir sur le site webviewers.org. Je vais plutôt montrer les résultats qu'on obtient. Alors montrer une démo, montrer comment on peut, comment ça se passe. C'est quoi, ça veut dire quoi installer un viewer, et comment on l'active par exemple dans XWiki. Et je vais montrer une démo avec XWiki et avec WordPress. Donc le même viewer, le même code de viewer dans XWiki et dans WordPress. Alors le réseau étant pas très long, mais là je suis en 3G, a priori ça doit fonctionner. Mais j'avais préchargé les pages pour éviter les gags, donc pour que ça puisse fonctionner. Donc webviewers.org, c'est un site XWiki, donc qui a été fait avec XWiki. Et en fait, sur la première page, vous avez un viewer direct. Alors ce viewer, en fait, il a été codé en packageant la technologie de Mozilla PDF.js. Donc Mozilla, ils ont fait un viewer PDF pur JavaScript qu'ils ont d'ailleurs intégré dans Firefox. Donc si vous avez Firefox, vous avez direct un viewer PDF. Chrome aussi, hein, mais dans IE, vous n'avez rien.
si vous avez IE, hein, pas de viewer PDF. Donc nous, quand on fait des applications web, bah, bien que Chrome et Firefox ils savent déjà faire des viewers PDF, qu'ils les ont déjà en natif, on a quand même besoin d'un viewer PDF, parce que finalement il y a des navigateurs qui ne l'ont pas, pour les intégrer. Et puis même à la rigueur, même les viewers PDF qui sont intégrés dans le navigateur Firefox, bah, ils ne nous permettent pas de faire ça. Ils ne nous permettent pas, on ne peut pas activer directement le viewer PDF d'un Firefox ou d'un Chrome pour aller intégrer dans la page le PDF comme on aurait ça sur SlideShare, directement intégré au milieu de la page. Et pourtant, c'est assez intéressant d'être capable de faire ce genre de choses. Ça crée un accès à l'information qui est beaucoup plus intéressant. Donc ça utilise la technologie de viewer. Alors, la page de démo, donc comment on installe un viewer. Donc en fait, on peut aller sur le site et on va chercher son viewer. Donc là, si je veux mon viewer PDF, je peux télécharger le viewer. Voilà, il est là. Il y a une petite démo dans la page, comme on supporte les web viewers directement dans cette application, on peut faire une démo. Donc ici, en fait, j'ai mon viewer, c'est un zip. C'est celui-là, PDF.js, version 0769, zippé, et il est packagé. Alors, c'est pas le code de PDF.js, c'est le code de PDF.js, plus quelque chose autour pour l'encapsuler au format viewer. Alors ça, c'est intéressant, parce que notre objectif, là, ça serait qu'en fait, ça ne soit pas nous qui fassions ça. L'idée, c'est si les gars de Mozilla, ils intégraient directement le package qui encapsule et que dans leur build, ils buildaient directement le web viewer, plus de boulot à faire, on n'a plus qu'à référencer le dernier build de Mozilla pour pouvoir avoir la dernière version du viewer, la dernière intégration possible. Donc, je peux télécharger ce zip. Alors, dans l'implémentation d'XWiki aujourd'hui, en fait, on a une page qui s'appelle Gadgets, dans laquelle on a attaché les fichiers. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore fait un système, venez, amenez votre zip, on va vous l'installer, on va le mettre quelque part, etc. En fait, on n'a pas besoin parce que tous les viewers qui sont attachés à cette page sont utilisés. C'est-à-dire si je l'enlève là, si j'efface ce fichier là, avec la petite croix, mes viewers PDF ne marchent pas plus. J'aurai plus de visualisation du viewer PDF. Donc c'est là, j'ai 3 viewers, PDF, spreadsheet, et en RAR et texte. Donc j'ai installé 3 viewers. Je peux en rajouter un et automatiquement mon système va prendre. Alors ici, j'ai les démos justement de ces 3 viewers. Donc ici, j'ai le premier viewer qui est un viewer texte. Alors, un truc intéressant, c'est que je ne suis pas logué. Donc en fait, je vois le contenu de mon texte directement. Donc voilà la façon dont on l'utilise dans XWiki. Macro embed. Donc on fait embed le fichier. S'il y a un viewer disponible pour ce format, automatiquement il est visualisé. S'il n'y en a pas, il n'est pas. Alors comment on faisait avant d'avoir des viewers? On faisait PDF, on faisait Office, on avait des macros spécifiques pour chaque format en fait. Là l'idée c'est que finalement on a une macro pour tous les embeddings de fichiers. Donc au lieu d'avoir des macros spécifiques par fichier. Donc ici j'ai mon texte. En fait, je descends. Il faut que je scrolle. Hein. Donc on peut le réduire. Donc on peut demander qu'il soit plus petit. Notre viewer. Donc l'idée c'est qu'un viewer il s'adapte à la taille. Donc ici j'ai mon viewer PDF. Donc on l'a déjà vu. Je continue. Et ici j'ai mon viewer spreadsheet. Donc spreadsheet il utilise jQuery Sheet. Alors il ne sait pas lire un Excel aujourd'hui, parce que typiquement lire un binaire côté client c'est encore quelque chose d'assez difficile aujourd'hui, puis on n'a pas vraiment des technos pour faire ça. Mais alors ça, pour ce genre de problème, on a prévu aussi que l'appli web pourrait implémenter des filtres, c'est-à-dire qu'elle dit, moi, le jQuery Sheet, il dit, moi je veux le format jQuery qui représente un spreadsheet, mais en fait, côté serveur, l'appli, elle sait qu'elle sait transformer un Excel en jQuery Sheet, et comme elle sait faire ça, et ben, on peut cliquer sur le bouton Excel, d'un fichier Excel pour le donner à jQuery Sheet. Et c'est l'appli qui, côté serveur, pourrait faire cette conversion, jusqu'à que les viewers sachent lire nativement tout un tas de formats. Donc on peut imaginer les conversions. Donc nous on a des systèmes de conversion. Côté XWiki, on sait transformer on sait lire grâce à OpenOffice, on lit des fichiers Excel, donc on pourrait les transformer en jQuery Sheet. On n'a pas encore fait ce travail, mais on prévoit de le faire pour que finalement là on puisse éditer un fichier Excel attaché à une page. Donc c'est notre objectif. Là par contre, il faudra que chaque appli web ait éventuellement ses filtres. On pourrait faire un standard de filtres si on veut pour éventuellement permettre ça.
ici, j'ai mon... Maintenant, si je me log, donc en fait, je me connecte. J'espère que le réseau fonctionne. Voilà. Donc ici, je me log. Donc je suis Ludovic, j'ai le droit d'éditer. Et en fait, j'ai un petit bouton Edit qui apparaît. Donc à côté de mon viewer, j'ai un bouton Edit qui apparaît. Et ici, j'ai mon viewer en mode Edit qui s'affiche. Donc là, je peux remplacer tout. Ici, je teste Content for Web Viewer. Et là, je peux faire, alors Save and Continue, je sauve directement le contenu. Voilà, donc il envoie. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que, comme il utilise GIO, donc là, le viewer, lui, il ne sait pas comment on sauve, en fait. Hein. Le bouton Save, c'est pas lui qui l'a mis. Le viewer, il est là. L'éditeur, il est là. Donc le bouton, c'est l'application qui l'a mis. Donc c'est les boutons de l'application. Donc ici, on sauve, et c'est la macro qui sait comment on sauve dans le wiki. Donc le viewer, il n'a pas besoin de savoir comment on sauve du côté de l'application web. Donc ici, je peux faire Save and Close. Donc j'ai fait ça. Donc si le réseau marche bien, on va avoir le viewer qui se ferme. Voilà. Et la page se recharge. Automatiquement. Et là, voilà, j'ai mon contenu qui a été mis à jour directement. Et ce contenu, en fait, c'est un fichier attaché en bas de la page. Alors, sur les PDF, pas de bouton Edit. C'est un viewer qui ne sait faire que du view, il ne sait pas faire d'edit. Donc ça, le viewer le déclare. Il dit, moi, je ne sais pas faire d'edit, c'est pas la peine de me demander, je ne sais pas faire. Et le dernier ici, Spreadsheet, lui, il sait faire. Donc je clique. Et comme on voit, le mode édition passe là. Et là, je peux rajouter mon contenu. Voilà, c'est la même chose. Et j'ai mon viewer qui se sauve. Voilà. Alors, l'avantage aussi, c'est que ça permet à l'application web de décider l'ergonomie de comment on déclenche l'édition. On pourrait décider de faire l'édition in place ou de la faire en pop-up comme on l'a fait là. Les viewers, c'est des iframes. Donc en fait, on déclenche les iframes. Donc on peut les déclencher aussi bien à l'intérieur de la page ou en pop-up de cette façon. Donc il y a cette liberté, c'est l'application web qui décide de l'ergonomie. Et ça, c'est un élément important parce que une application web a besoin d'avoir une cohérence ergonomique par rapport à ça. Voilà donc pour la démo. Alors pour WordPress, voilà, ici j'ai un WordPress. Alors ce qu'on a implémenté pour le moment, c'est uniquement le view. Donc on n'a pas implémenté la capacité d'édit de WordPress, c'est un peu plus compliqué parce que WordPress, il a moins d'API pour aller écrire les données, puisque d'habitude on upload des fichiers. Donc on n'avait pas l'implémentation JAO, donc on n'avait pas le temps de faire l'implémentation, mais rien ne n'empêche qu'il y a un upload dans WordPress, donc on peut brancher la modification du fichier. Si on sait modifier le fichier, on peut l'éditer. La même fonction fonctionnera. Donc ici j'ai un article WordPress qui contient mon texte et qui contient mon PDF. Et c'est en une ligne, une macro qui dit viewer, tel fichier. Et il se débrouille, s'il y a le viewer, il n'y a pas de viewer. L'installation du viewer dans WordPress, c'était dézipper le viewer dans un répertoire sur le serveur. Alors, le plugin, on lui rajoute une fonctionnalité viewer par le web. On amène le zip, on l'upload et il s'installe en back-end directement. Donc, mais finalement, il peut y avoir plusieurs modes d'install. Le mode d'install, il est documenté sur le site du plugin. Voilà pour les démos. Alors, je reviens sur notre présentation. Alors, si je dois revenir sur le site web, en fait, sur le site web WebViewer, on a répertorié les applications supportées et les viewers disponibles. Donc ici, les viewers disponibles sont ici. Donc on a nos viewers disponibles, ceux qu'on planifie de faire, donc on peut les prévoir un peu à l'avance pour préparer les viewers pour le futur. Alors en fait, cette application, les applis web pourraient carrément venir chercher les viewers directement. C'est-à-dire qu'il y a une API pour cette appli et les applis web pourraient directement dire bah tiens, j'ai tel viewer qui est disponible. Le plugin pourrait tout à fait dire
est-ce que l'administrateur veut installer ce viewer. Voilà ce qui est disponible comme viewer. Il y a un upgrade au viewer, il y a une nouvelle version du viewer. Donc on pourrait imaginer que les applis web viennent chercher directement les viewers ici. Et de l'autre côté, on a les applications web qui supportent le format viewer, où on explique comment installer le viewer. Donc on met un guide d'install, voilà comment on installe la macro viewer, mais en même temps, chaque appli web peut le mettre dans sa galerie d'extensions avec sa propre documentation d'install, et il y a de plus en plus d'applis web qui ont des installs de plugins en un clic. Nous, chez Xwiki, on n'a pas encore packagé le viewer comme extension, mais à terme, ça sera rajouter l'extension WebViewer directement dans Xwiki et automatiquement, elle sera mise à disposition. Donc on a ce répertoire d'applications. Alors je reviens. Donc où on en est aujourd'hui? Donc on a fait Xwiki View et Edit, on a fait WordPress en View. En fait, l'objectif c'est de supporter aussi ça dans RP5, dans Yuga, dans Office.js. En fait, Office.js aussi peut supporter les viewers. Il n'y a pas de raison. Une application 100% JavaScript peut intégrer un viewer. Donc c'était entre autres l'intérêt de l'usage de RenderJS, puisque Office.js utilise RenderJS et donc il est compatible avec ce mode-là. Donc une application comme Office.js peut aussi utiliser les viewers. Il y a une façon potentiellement un peu différente de les activer, mais il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Drupal, MediaWiki. Donc l'idée c'est que nous, pour montrer un peu plus la technologie, on va faire quelques protos supplémentaires pour bien montrer que ça marche, qu'on peut l'utiliser dans n'importe quelle application web. On va aussi faire des viewers supplémentaires. Nous, on a une macro SVG Edit dans Xwiki. On va la porter sur la technologie de viewer et se standardiser, nous, sur cette technologie de viewer. Dans le cadre du projet, on travaille aussi sur un éditeur temps réel, donc un éditeur WYSIWYG texte, où en fait, on peut communiquer en temps réel entre deux éditeurs. Donc deux personnes comme Google Docs, c'est ça l'idée. Donc on a cette technologie, on va aussi la porter en viewer. Ça veut dire qu'en fait, si on fournit cette technologie sous format viewer, n'importe qui implémenterait la technologie viewer pourrait bénéficier de ce real-time. Alors sachant qu'un real-time editor, ça nécessite nécessairement une couche serveur de communication pour gérer l'historique des modifications, pour pouvoir gérer la fusion temps réel des changements que plusieurs personnes pourraient faire en même temps. Mais en fait, nous, ce qu'on va fournir, c'est un éditeur real-time avec un serveur sur le web qui gère cette technologie. Google fait ça, en fait, aujourd'hui. Ils ont mis une API de real-time à disposition des gens qui peuvent développer des éditeurs. Nous aussi, on a cette technologie, on va la mettre, et on va mettre un serveur sur le web pour que les gens puissent l'utiliser, puisqu'on a des projets de recherche sur lesquels on a travaillé sur le temps réel avec des technologies équivalentes. Donc, cet éditeur real-time pourrait être intégré en widget, pourrait être activé. Mais l'objectif final, c'est de travailler avec les communautés qui développent des applications web ou même des services web, parce que ça peut être utilisé sur le cloud aussi, donc pas seulement pour les applis web open source, les services cloud peuvent intégrer des viewers et ça peut être intéressant. L'idée c'est de travailler et d'aller vers les applis web pour qu'ils implémentent ce support en standard. Donc si vous connaissez des gens qui développent des applis web, parlez-leur de ça, parce que plus il y en aura, plus ce sera efficace. Et de la même manière, d'aller vers les communautés. On a déjà parlé à la communauté des SVG et quand on leur a parlé du système, ils étaient très intéressés de l'intégrer. Et donc l'idée c'est que si ce n'est pas la communauté elle-même qui le fait, nous on propose un patch à la communauté qu'ils intègrent dans leur build le package de WebViewer afin qu'il soit nativement compatible WebViewer et donc qui permette la visualisation et l'édition. Voilà pour la présentation. Donc, si vous avez des questions, avec plaisir. Oui, pour faire un parallèle avec la présentation précédente, là vous avez un standard par rapport à une standardisation, par exemple du W3C, vous pouvez alors aujourd'hui, on n'a pas regardé ces aspects-là. Donc il y a déjà cette idée de mettre une technologie et de la mettre à disposition. Si elle intéresse des organismes de standardisation, on sera très heureux de l'amener et de la proposer à ces organismes. Après, tout ça c'est fait par des petites sociétés qui n'ont pas forcément des grandes capacités à aller discuter avec
dans des organismes sur des processus assez longs. En même temps, c'est des technologies assez simples, hein, quand on y regarde. On n'implémente pas. Hein. Le plus important là-dedans, c'est même pas vraiment le standard utilisé, c'est vraiment l'idée, bon bah on le fait, on le fait pas. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait son truc dans son coin. Donc pour nous, la priorité numéro 1, plus que standardiser la méthode, on ne pense pas que en fait, ça pourrait être n'importe quelle méthode, on pourrait même ça la changer, si quelqu'un nous dit de la changer, on la change. C'est plutôt de convaincre les développeurs d'applications web de l'intégrer et après, dans la foulée, les développeurs de widgets de le packager. Il y a une encapsulation totale, c'est-à-dire que les librairies qui sont utilisées pour développer le composant, ça ne s'allie pas avec les autres versions de la librairie, l'application. Alors, comme on est en iframe, en fait, il y a vraiment une indépendance totale du widget par rapport au reste du code, donc il n'y a pas de conflit de librairie. Par contre, un des problèmes qu'on a eu, c'est qu'une certaine difficulté à réutiliser la même librairie. C'est-à-dire que dans les zips, on a été obligé, par exemple, de repackager jQuery, alors qu'en théorie, il n'y aurait pas vraiment besoin, parce que beaucoup d'applications l'auraient déjà. Mais on ne peut pas vraiment demander à l'application, pour le moment, la technologie ne permet pas trop ça, d'aller demander à l'application si elle l'a. Et le problème, c'est que le viewer, de toute façon, s'il demande à l'application si elle l'a et qu'elle lui répond non, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va la chercher sur le web, elle le met quand même dans son zip. En final, de toute façon, il est reloadé, parce que c'est une iframe. Hein. Donc là, l'intégration sans iframe de ce genre de technologie, c'est-à-dire qu'il ne reload pas du JavaScript, est quasi impossible. C'est-à-dire que nous, même dans tous nos macros qu'on a fait pour intégrer du SVG Edit, du PDF, etc., si on s'amuse à essayer de loader ça dans le même environnement que la web app, il n'y a rien qui marche pas, parce qu'il y a plein de conflits dans tous les sens de librairie de JavaScript, de CSS, et donc il faut absolument se mettre en iframe pour bien isoler les composants du reste du code. Et donc de toute façon, on est obligé de reloader. Donc ça a un coût navigateur, mais il n'y a pas un composant de ce genre qui ne reload pas ces librairies. Mais bon, en même temps, le package n'est pas énorme. Hein. C'est pas un truc énorme. Enfin, le PDF, c'est pas mal quand même, hein, parce que le truc de Mozilla, c'est quand même assez costaud. Hein, la librairie JavaScript de viewer PDF, c'est un truc assez costaud. Mais bon, il y a beaucoup de librairies, beaucoup de viewers, c'est pas si compliqué que ça. Hein. SVG Edit, c'est pas un truc énorme. Et c'est surtout en fait quand on le passe en mode edit qu'il bosse beaucoup. Merci beaucoup.